Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un paradoxe qui frappe toutes les directions RH et learning, celui de l'abondance. Nous n'avons jamais eu autant accès à la connaissance, et pourtant, il n'a jamais été aussi complexe de former efficacement les collaborateurs. Le défi actuel des organisations ne réside plus dans la disponibilité du contenu, mais dans sa pertinence. Comment filtrer le signal au milieu de ce bruit ? Comment garantir la qualité pédagogique à l'heure de l'infobésité numérique ? Pour répondre à ça, je reçois quelqu'un qui a une approche radicale. Au lieu de créer toujours plus de contenu, il est allé chercher les meilleures ressources existantes pour les connecter aux entreprises. Il est le CEO d'Edflex, la solution qui veut réconcilier formation pro et habitudes de consommation grand public. Clément, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question déjà, Edflex est connu dans le secteur du digital learning, mais est-ce que tu peux nous redire en une phrase ou deux ce que vous faites, enfin qui tu es déjà et ce que vous faites ? Ouais, bonjour et merci de l'invitation. Je suis Clément Mélin, un des cofondateurs d'Edflex. On est 4 à avoir fondé cette entreprise. Et Edflex, on est un agrégateur de contenu de formation sur étagère. Donc on regroupe au même endroit plein de formats sur plein de thématiques pour former les salariés. Et j'aime bien dire, pour expliquer simplement ce qu'on fait, qu'on essaie de construire ce que Spotify a très bien réussi à faire dans le monde de la musique, c'est-à-dire, alors non pas le meilleur de la musique, mais le meilleur de la formation sur étagère au même endroit, sur une même application et avec un même abonnement. Donc c'est très simple pour les DRH de nous acheter. Génial. Et bien justement, ça fait une transition parfaite avec ma première question. Avant Edflex, tu avais une autre entreprise qui s'appelait MyMOOC, qui était, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais un référencement, un annuaire de tous les MOOC disponibles. Est-ce que Edflex est la même chose ou est-ce que le système SaaS a un petit peu changé le modèle ? Alors, MyMOOC, c'est la première brique d'Edflex. Donc, Ouais. le nom a changé, l'entreprise a évolué, mais c'est la même dynamique, la même équipe fondatrice. Et en fait, comme tu le disais, en effet, au tout début de l'histoire, en 2015-2016, quand on a imaginé MyMOOC, on s'était dit qu'on allait référencer les meilleurs cours en ligne certifiants, les MOOC, comme on les appelait et qu'on les appelle encore. Il y en avait pléthore. C'était la grande époque, l'explosion des MOOC. Et à la manière, alors là, pour le coup, pas de Spotify, mais de TripAdvisor. On essayait de s'inspirer aussi de modèles qui fonctionnent. Et on s'était dit qu'on allait non pas référencer des restaurants ou des hôtels, mais des MOOC pour aider les utilisateurs à trouver des cours en ligne gratuits partout dans le monde. Et il y avait notamment beaucoup de personnes qui se connectaient sur MyMOOC, un site gratuit, grand public, depuis la France, depuis l'Afrique francophone, on était très bien référencés. Et de plus en plus, à travers le monde, on voyait beaucoup de visiteurs venir sur MyMOOC. De l'étranger aussi. Ouais. Et de ça, on en a eu l'idée de créer quelque chose pour les entreprises, pour accompagner les directions formation, les services RH et formation. Et on proposait au tout début MyMOOC for Business, donc une sélection des meilleurs MOOC pour compléter une offre de formation en présentiel, en digital, qu'elle soit sur étagère ou sur mesure. On avait ce produit, MyMOOC for Business, qui était nouveau, qui était quelque chose qui plaisait beaucoup, parce que c'était un nouveau format pour les collaborateurs. Donc le nom a changé, mais l'ADN est resté la même. Voilà, tu l'as bien compris. Edflex est devenu en quelque sorte une nouvelle version de MyMOOC, une version plus évoluée pour non pas rester cantonné qu'au simple MOOC, mais bien aller chercher d'autres formats, puisqu'on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait, comme on savait le faire pour les MOOC, aller chercher les meilleurs podcasts, les meilleurs articles, les meilleures vidéos, les meilleurs tutos, bref, un maximum de formats pour vraiment répondre à tous les usages aujourd'hui des collaborateurs. On sait que chacun aime apprendre différemment. Moi, par exemple, j'adore les podcasts. Je préfère peut-être la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Edflex a permis, dans son évolution, de proposer un produit qui couvre un maximum de formats pour répondre aux attentes des collaborateurs et des utilisateurs qui se connectent. Et alors, justement, qui dit contenu évoque forcément l'IA actuellement. Comment est-ce que l'IA va impacter ça, dans le sens où on peut concrètement créer n'importe quel contenu, que ce soit podcast avec Notebook LM, vidéo avec Gemini, VO3 ou autre. Donc, est-ce que le contenu va avoir la même valeur qu'auparavant ? Ou est-ce que justement il y a un changement drastique, que ce soit dans Edflex ou sur le marché du contenu digital learning ? Alors en effet, on pourrait se poser la question de est-ce que les IA vont créer du contenu demain ? Moi, je pense pas. Je pense que les IA, en effet, on le voit, peuvent permettre d'aller beaucoup plus vite dans la création de contenu, mais il restera la marque qui va diffuser le contenu, et derrière la marque, la qualité pédagogique.
Qui est garant qui est garant au final de ne pas laisser une intelligence artificielle, des algorithmes créer des contenus. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer lentement, la création de contenu par IA, parce qu'on va avoir une certaine réticence quand même de l'utilisateur final, et parce que l'IA n'est pas encore capable de tout faire. Peut-être que dans 10, 20, 30 ans, ou même avant, ça changera, mais on ne va pas parler trop d'avenir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, encore plus à l'ère de l'IA. Après, les IA peuvent nous permettre d'aller plus vite dans la création de contenu, et nous, pour notre métier en particulier, d'aller plus vite dans l'agrégation des contenus, puisqu'on référence à la fois des éditeurs de contenu et des contenus issus de très bons éditeurs comme Quark. Comme Quark, tout à fait. Exactement. Merci. Et puis, on va aussi chercher le meilleur de ce qui est gratuit sur Internet, tout ce qui est open source, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des contenus de très grande qualité qui sont faits par des youtubeurs pour apprendre l'anglais. Si vous ne le saviez pas, je vous le conseille, parce qu'on peut apprendre l'anglais sur YouTube. En tout cas, on peut développer ses compétences pour travailler sur des logiciels et apprendre sur YouTube aussi à travers des tutos. Et puis, on a des articles, on a des cours en ligne. Bref, on a aussi plein de choses. Donc, les IA nous permettent d'aller beaucoup plus vite pour agréger ces types de contenus-là. Donc, nous, c'est la façon aujourd'hui dont on exploite l'IA. Et puis, si tu me permets de rajouter un dernier mot sur l'IA, on a aussi développé un format roleplay, nous, chez Edflex, cette année, là, 2025. Et ce format roleplay, il permet de s'entraîner, de mettre en pratique des compétences qu'on aurait développées, des connaissances. En version chat ou en version vocale? Alors, on le fait en version chat. On peut aussi le jouer en vocal. D'accord. On n'a pas encore l'avatar vidéo. Mais ça ne saurait tarder. Mais ça pourrait arriver prochainement. Et en tout cas, on peut, sur une compétence donnée sur Edflex, trouver le bon contenu pour apprendre, pour absorber l'information et puis la mettre en pratique derrière à travers des roleplays. Donc, c'est assez sympa et c'est un nouveau format où tout est généré par IA, puisqu'on est face à un persona, un avatar qu'on a créé sur mesure et avec un scénario. Et le roleplay est créé à partir du contenu de formation qu'a vu l'apprenant, ou existe déjà pour couvrir cette compétence? En fait, l'IA d'Edflex apprend de toutes les connaissances qu'elle a obtenues aujourd'hui à travers les contenus. Donc c'est là où l'avatar en IA qu'on a configuré va pouvoir jouer son rôle. Et typiquement, je vais donner un exemple concret. On est souvent en début d'année sur les entretiens annuels, sur les augmentations, la rémunération. Et on peut jouer le rôle d'un manager qui est face à une IA, qui est un collaborateur qui vient réclamer une augmentation conséquente. Et le manager doit garder un cap et un cadre en termes d'augmentation pour ses équipes. Et en fait, ce manager va pouvoir faire au mieux pour réussir à convaincre l'IA de ne pas avoir l'augmentation souhaitée. Et cette IA en face, elle a appris avec tout ce qu'elle a découvert sur Edflex. C'est génial comme système. J'ai hâte de tester. Je te donnerai un accès. Grand plaisir. Maintenant qu'on a parlé d'IA, comment est-ce que tu vois de ton côté, avec toutes les données que tu as, cette articulation entre le contenu existant, parce qu'on a une vraie dualité entre la durée de vie des compétences qui a été considérablement réduite, et où maintenant une compétence technique a une durée de vie de 2 ans, et de l'autre côté, énormément de contenu de formation qui va pouvoir être produit de plus en plus vite, de plus en plus rapidement par les différents éditeurs. Donc comment est-ce qu'on conjugue les deux entre cette obsolescence et du coup l'agrégation de contenu? Entre le sur-mesure et l'agrégation de contenu, moi je pense qu'il faudra demain dans les services de formation avoir, un peu comme dans une bibliothèque, la possibilité d'aller chercher plein de choses quand on rentre dans une bibliothèque. Ouais. Ce qui est top, c'est qu'on va avoir plein de livres, plein de magazines. Le seul problème, donc on a accès à tout, c'est qu'il est parfois compliqué de savoir quel est le bon contenu qu'on veut aller chercher, le bon livre qu'on veut lire. Donc c'est là où on est aidé par des bibliothécaires. C'est un peu pareil dans l'agrégation de contenu. Et donc c'est le rôle d'Edflex de proposer ça. Par contre, il y a des best-sellers. Et sur certaines thématiques, en effet, on doit proposer quelque chose de très haut de gamme, de très sur-mesure. Et très souvent, et c'est là où le sur-mesure a tout son intérêt et prend sens, quelque chose d'adapté au contexte de l'entreprise que ne fera jamais le sur-étagère. Donc il y a une bonne combinaison d'avoir une masse, un volume de contenu pour aller piocher pour, en général, 10, 15, grand max 20% d'une entreprise, quand on parle d'une entreprise et des collaborateurs qui vont se former, qui ont l'envie d'aller chercher ces contenus-là, et presque de s'auto-former. Et puis le reste qui va se voir imposer, ou en tout cas recommander, si on le dit autrement, une formation. Et c'est là où le sur-mesure prend son sens et ne sera jamais remplacé par du sur-étagère. D'accord. Et alors justement, tu parlais de recommandations. Est-ce que Edflex actuellement
va aller recommander à un utilisateur une formation spécifique en fonction de ce qu'il a consulté, comme le fait un Netflix, Amazon Prime ou autre, en fonction du contenu consommé, va lui proposer, lui pousser des ressources, ou est-ce que pour l'instant on s'en tient au directeur learning ou RH qui va imposer un parcours? On a les deux possibilités et très souvent on prend sur Headflex ces deux possibilités quand on est client. Il y a à la fois la sélection qui est poussée par l'entreprise. Donc là, nous, Headflex, en lien avec l'entreprise, on établit une ligne éditoriale. Donc, quels sont les contenus qu'on va pousser? En général, on fait des sélections mensuelles, des calendriers, on anime de cette manière. D'accord. Qu'est-ce que veut pousser l'entreprise, à quel moment dans l'année? Tout ça se définit en début d'année, on y met une ligne éditoriale qui est validée pour les 12 prochains mois. D'accord. Évoluer bien évidemment. Et puis après, le salarié, lui, quand il se connecte, en fonction de son service, de ses appétences en termes de format, et comme Netflix, comme tu le disais, des thématiques qu'il aime bien, eh ben, on va lui pousser du contenu et on va lui pousser les nouveaux contenus qui viennent d'arriver. L'idée pour nous, c'est de le faire revenir et on s'inspire, tu as vu, j'ai cité TripAdvisor, Netflix et autres, on s'inspire des plus grands et surtout de ce qui marche dans la vie personnelle. Et moi, je suis assez convaincu qu'il faut que dans le marketing de la formation, on regarde ce qui est fait. Enfin, c'est génial, ces applications, elles arrivent à nous faire revenir régulièrement. Ben, on doit s'en inspirer dans les SaaS, dans les solutions de formation en ligne qu'on propose. Et nous, au quotidien, on regarde comment justement jouer avec ça et donner envie à l'utilisateur de revenir régulièrement. Oui, de s'inspirer, justement, je rejoins des formats existants, tu parlais de YouTube tout à l'heure, mais il y avait une statistique qui m'était restée en tête, qui était que 44% des salariés ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans le contenu de formation à disposition et se forment justement sur des plateformes tierces telles que YouTube. Donc, ce que vous avez fait du coup, vous, c'est directement aller chercher de YouTube les meilleures ressources pour les ajouter aussi au catalogue Headflex. Exactement, sur la partie open source, pendant puisqu'on a les éditeurs et l'open source, pendant très longtemps, ce qu'on disait quand on n'avait que l'open source, que le départ d'Headflex, c'est on allait chercher l'open source et après d'y ajouter ces éditeurs, ces grands labels comme on les appelle. Et on disait que l'open source, si on laissait le collaborateur aller sur Google, on perdait toute la trace d'information et de formation que le collaborateur avait fait. Donc on perdait quelque chose d'essentiel aujourd'hui quand on parle de compétences et de ce qu'ont développé les collaborateurs ou de ce qu'ils doivent développer. Donc on disait tout ce qui se passe sur Google reste sur Google. Soit vous voulez ça et vous êtes à l'aise avec le sujet. Alors l'entreprise nous disait c'est bon, ils n'ont pas accès à YouTube, pas accès à Google sur leur PC. Bon, tout le monde a un smartphone et peut se connecter sur YouTube quand il le souhaite. Tout à fait. Donc déjà, on a passé un cap, je trouve, ces dernières années. Et en général, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on a accès à Internet. Et donc, on disait, soit vous laissez vos collaborateurs y aller, soit vous les faites revenir dans un cadre d'entreprise. Et en plus, vous allez leur pousser des bons contenus, des bonnes sources. Parce que sur YouTube, on peut retrouver en effet des vidéos de chats, comme des vidéos d'apprentissage très pointues sur des sujets. Donc l'avantage, c'est qu'on leur donnait envie à ces collaborateurs de retourner dans les outils de formation avec des choses qu'ils faisaient déjà à titre perso, aller chercher le petit tuto sur YouTube pour progresser sur Excel. Et est-ce que justement vous allez jusqu'à pousser la ressource donc sur la homepage du lieu de formation? Oui. Est-ce que vous allez aussi pousser la ressource dans les canaux de communication, Slack, Teams ou autres? Ou est-ce que là, ça reste côté entreprise de choisir le modèle de diffusion? Ouais, notre recommandation à chaque fois qu'on travaille avec une entreprise, c'est connecter Headflex avec un maximum d'outils. Et donc depuis des années, on a développé des connecteurs avec à peu près tous les outils qui existent. On pense à Workday, SAP, les gros SIRH qu'ont ces entreprises et qui ont besoin aussi de redonner des fois un coup de jeune à ces outils où les collaborateurs doivent se connecter, mais aussi aux outils du quotidien, Microsoft Teams, Slack, ce type de solution où au final, on va plus le matin aller sur Teams que sur son LMS ou sur son SIRH. Et c'est un combat du quotidien. Ça fait des mois, des années qu'on le répète à nos clients. Mais moi, je suis convaincu que c'est la solution de pouvoir envoyer les bons contenus de formation sur Teams ou sur Slack, peu importe ce que vous avez, et ne pas le mettre que sur le LMS, qui est souvent le basico-basique de se dire j'ai mon LMS pour la formation obligatoire, je vais y plugger une bibliothèque de contenu, et puis à la fin de l'année, qu'on se dise les choses, pas grand monde s'est connecté, hormis pour faire l'obligatoire. Non, si on veut que les collaborateurs se connectent et aient envie de se former, il faut qu'on maximise les points de connexion avec la formation. Et nous, on a développé plein de connecteurs pour cette simple et bonne raison qu'on sait que l'entreprise qui va nous acheter, principalement un grand compte, ne va pas mettre une plateforme au-dessus de ces autres plateformes. Et donc Headflex, la plateforme en tant que telle, est souvent interconnectée. D'accord, oui, donc la garde de l'attention côté apprenant. Et donc si on regarde cette fois-ci côté directeur, learning, formation RH, parce que vous êtes plutôt orienté entreprise,
que supérieurs? Ouais, on travaille avec une majorité de grandes entreprises. D'accord. Ceux qui achètent Netflix, 300 clients aujourd'hui. D'accord. On travaille un peu avec le monde de l'éducation. Donc voilà, quelques groupes d'écoles qui aujourd'hui intègrent nos contenus dans des programmes de master ou pour les personnels administratifs et pour les réseaux alumni. Mais voilà, la majorité sont des corporates comme on Oui, dit. côté école supérieure, j'imagine, pour remplacer des solutions existantes. Souvent remplacer LinkedIn Learning, on D'accord. peut le dire, qui était en place et qui est encore beaucoup en place, hein. Mais aussi pour compléter des dispositifs alliant du présentiel et du distanciel. D'accord. Et donc, ces directeurs, quels sont maintenant, vous qui avez côté de Flex, j'imagine, toute la data, en tout cas, quels sont les KPIs, les indicateurs qui intéressent et qui doivent ressortir? Est-ce qu'on est toujours sur du taux de complétion de manière assez traditionnelle ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs quantitatifs ou qualitatifs qui ont de l'importance? Le taux de complétion un peu moins, même D'accord. si c'est encore le cas et ce serait mentir que de dire qu'on ne le regarde plus, bien Bien sûr. évidemment. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est la récurrence de connexion des utilisateurs. J'ai un utilisateur, et on regarde beaucoup les cohortes, j'ai un utilisateur qui se connecte ou un groupe d'utilisateurs. Dans combien de temps il va se reconnecter? 3 mois, 6 mois? Combien vont se reconnecter? Et un peu comme le marketing ou les sites web et les produits où on suit ça. Temps passé par page. Temps passé par page, taux de rebond, pourquoi ils sont partis, etc. Donc vraiment, on rentre dans des KPI très marketing au final, qui étaient beaucoup suivis pour analyser les sites web et les conversions. Et de plus en plus, en tout cas, les directeurs learning nous demandent ces KPI D'accord. et nous demandent aussi les formats qui marchent. Pourquoi? Donc, ils mettent leur casquette de marketeur aussi Ouais, en pour tout aller cas, chercher les statistiques. En tout cas, c'est peut-être l'équipe Utilisateur. marketing qui les a inspirés, je ne sais pas. Mais Ou la DSI qui leur a dit qu'il faut traquer autre chose que le taux de complétion. il y a cette connivence. Voilà, pour le ROI. Et D'accord. en tout cas, c'est top. Et l'autre indicateur que moi je trouve intéressant, et les agrégateurs permettent d'avoir cette data-là, c'est quels sont les formats qui plaisent à mes salariés. Qu'est-ce que vont consommer mes collaborateurs? Est-ce qu'ils sont plutôt podcasts? Et alors souvent, on parle beaucoup de podcast learning, c'est la nouvelle tendance. Quand on regarde les chiffres, c'est un peu moins le cas, pour être D'accord. honnête. Et même s'il y a une partie des collaborateurs qui vont en écouter, qui vont en consommer, on est quand même toujours sur la vidéo et le cours en ligne assez structuré. Parce que tout le monde est habitué. Tout le monde est habitué, et Globalement, puis genre dans de l'esprit format. général, je pense, d'un collaborateur et des entreprises, quand je suis une formation, j'aime bien que ça soit structuré. Donc, on a les formats qui sont suivis, et après, ils vont faire un calcul assez simple en fin d'année. Ils vont regarder le nombre d'heures de formation consommées. Pas D'accord. vraiment la complétion, mais des fois le 10 minutes ici, 15 minutes là, 1 heure complétée pour le coup à 100%. Et ils vont regarder en face le coût qu'a coûté la solution. Donc ils vont regarder le coût à l'heure de formation. Et il y a des ratios à respecter, des ratios un peu standard marché. Voilà, en général, entre 15 et 30 euros par heure de formation diffusée en digital learning sur étagère. D'accord. C'est un bon score. Donc des grandes entreprises suivent pas mal ça. D'accord. Donc c'est combien j'ai délivré d'heures de Ouais. formation versus l'investissement. Et tu parlais de modalité là-dessus, modalité et thématique. J'imagine que vous avez tout ce reporting côté Netflix. Qu'est-ce qui a été, on est fin 2025, donc qu'est-ce qui a été, si c'est pas confidentiel, en 2025, quelles ont été les thématiques les plus demandées et les formats, tu le disais, la vidéo, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui émergent et qui commencent à réellement intéresser? Alors, on a 3 thématiques sur le podium. L'IA, j'imagine. Et l'IA pas en médaille d'or, En médaille l'IA d'or. en 2e position. D'accord. Et en fait, c'est l'IA sur tous les domaines, donc acculturation comme art du prompting avancé. Donc on a tous les sujets, et donc on a vraiment tout type de demande autour de l'IA. Avant, c'était que acculturation. Dans certaines entreprises, c'est que le niveau avancé parce qu'en fait, ils ont déjà fait cette phase-là. Bref, autour de l'IA, on a beaucoup de demandes, mais c'est la 2e position. D'accord. Je vais faire la numéro 3 et on terminera par la numéro 1. La numéro 3, c'est tout ce qui est autour du management. Alors, on va dire un basique, mais parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de manager, tellement d'outils pour manager, que pareil, on a beaucoup de déclinaisons du management et de ce qu'on peut mettre derrière. Donc, beaucoup de contenus aussi qui sont consommés. Et le numéro 1, c'est Microsoft Excel. Donc, Microsoft J'aime Excel. bien le dire parce que ça fait souvent sourire. Encore Ouais, cette année, oui, il c'est est sur le haut surprenant. du podium. Mais parce qu'en fait, je pense que quand on se connecte sur un outil de formation ou quand on se dit allez, je vais aller chercher un contenu de formation, on pense à des outils en priorité, si on n'a pas sa formation sur mesure métier. Et donc, en général, Excel est encore en tête de pont sur les demandes. Mais oui, mais il y a justement ce côté qui apparaît de plus en plus dans le learning, de j'ai une problématique à un moment T, parce que je dois animer une réunion, parler en conférence ou maîtriser Excel.
je vais me connecter sur mon LMS pour trouver un micro-learning qui résout cette problématique. Exactement. Donc on a, j'imagine, sur les formats, le micro-learning qui commence à être de plus en plus utilisé. Ouais. Bah, surtout sur les outils. Enfin, c'est vraiment quelque chose où le micro-learning prend tout son sens. Mais voilà, Microsoft Excel, je crois que c'est la 3e ou 4e année d'affilée. Et souvent, on nous demande en début d'année, nos clients nous disent c'était quoi les thématiques phares. L'IA remonte. L'IA, c'était pas du tout le cas il y a 2 ans, là, clairement. Peut-être que ce sera le cas l'année prochaine. Ça devient un soft skill quasiment. Ouais. En tout cas, une condition sine qua non. Ouais, et à mon avis, la suite pour l'IA, c'est l'usage par métier. Là, on a passé 2-3 ans où tout le monde a à peu près compris, ou en tout cas voit à quoi va servir l'IA de manière générale. Adopter, c'est autre chose, mais en tout cas comprendre, ça je pense que c'est fait dans la majorité des entreprises. Maintenant, on va avoir beaucoup de formations ou de demandes sur ok, je suis au marketing, concrètement, comment ça va m'aider au quotidien. Et dites-moi quels sont les outils, comment l'utiliser. Pareil pour la finance, la comptabilité. Et je pense que c'est ça la prochaine étape qui fera en plus qu'on aura envie de se former parce qu'on se dira je vais gagner du temps, ça va être génial. Ouais. Et ça, tu penses du coup qu'on peut l'apprendre directement avec du contenu de formation de son côté? On n'a pas besoin d'avoir de partie synchrone avec un formateur? Moi, je pense toujours qu'il faut du blended. D'accord. Et je suis convaincu que le distanciel seul ne peut pas tout faire, évidemment. Et à mon avis, 80 ou 90% pour les usages de l'IA peuvent se découvrir, s'apprendre, se faire soi-même maîtriser, en tout cas de son côté, ses compétences. Après, pour aller dans la mise en pratique, pour aller dans tout ce qui est peut-être aller plus loin et pratiquer, un formateur ne fait pas de mal en général et peut aussi donner des clés, des petites choses, des outils qui vont faire la différence et qu'on mettrait soit un temps fou à trouver en ligne, soit qu'on ne découvrirait pas parce que le peer-to-peer sert aussi à ça. Exactement. Et donc sur les thématiques, on vient de le dire, et sur les modalités, tu disais vidéo en première position, sans grande surprise. Parcours / cours en ligne. D'accord. Les parcours structurés. Donc en texte? En vidéo et texte. En vidéo et texte. C'est-à-dire, j'ai un parcours d'1 heure et je vais, un peu comme un module e-learning, le suivre, ou un parcours dans un MOOC. Et puis en numéro 3, on a le roleplay, du coup, qui a pas mal cartonné. Alors, il y a ceux d'Edflex, mais il y a plein d'autres solutions qui sont créées autour des roleplays avec l'IA. Et aujourd'hui, on le voit notamment pour l'apprentissage de langue. Moi, à titre perso, j'utilise une appli qui s'appelle Loura. Je la recommande, c'est LOORA. D'accord. Pas de part dans cette société, mais elle est géniale. Pas encore, mais... Voilà. Et on a Learnlight aussi, qui est une solution de langue. Et ce sont 2 solutions qui sont géniales parce qu'on peut parler avec un tuteur directement sur l'application ou sur son PC, corrige notre prononciation, qui est un sujet de l'apprentissage de langue. Et surtout, on peut jouer des scénarios avec lui. Et on peut jouer un scénario, tiens, j'ai un one-to-one avec ma directrice marketing, aide-moi à structurer le one-to-one, je veux qu'elle joue le rôle d'une collaboratrice qui a trop de sujets, il faut que je gère ses priorités. Et on peut définir on définit un scénario et l'IA joue ce rôle-là, et du coup on s'entraîne pareil en situation. Et donc en fait, beaucoup de solutions, et notamment pour les langues, ont intégré ces roleplays, ces mises en pratique avec l'IA, et je pense que c'est quelque chose qui va, en termes de format, fortement se développer, parce qu'il y a l'effet waouh quand on le teste pour la première fois, on a envie de le retester. Et pour la première fois, on a des utilisateurs qui nous disent « Mais c'est génial, je n'avais pas envie de me former en digital learning, je vais le faire », et notamment les COMEX de grands groupes qui trouvent ça fantastique. On a vraiment eu ces retours-là. Et est-ce que la réalité virtuelle est déjà, on en parlait juste avant le tournage, est déjà implémentée ou en cours d'implémentation? En cours d'implémentation chez vous. Est-ce qu'il y a des demandes côté entreprise? Oui, toujours. Clairement, il y a un peu les formats de base qui bougeront difficilement, comme on le disait, vidéo, alors un peu le podcast et les cours en ligne. Et puis il y a les nouveaux formats. La réalité virtuelle en est un, même si ce n'est plus vraiment un nouveau. Il y a quelques années maintenant, en tout cas de plus en plus. Il n'a pas encore été pleinement exploité selon moi. En tout cas, il y a eu pas mal de mouvements. Et puis l'IA est arrivée et un peu rendu obsolète parfois la réalité virtuelle, alors qu'on peut faire des super choses. Et on peut conjuguer les deux. Et c'est un format, encore une fois, qui peut être complémentaire à plein d'autres choses. Donc, en tout cas, nous, on l'a chez Edflex, on est en train de le développer, et on pense que ça répond à certains sujets en particulier, tout ce qui est sécurité, tout ce qui va être apprentissage de certaines émotions à gérer dans certaines situations. Ça, c'est soft skill et jamais c'est utile. Soft skill et le côté mise en situation, donc que ce soit sécurité industrielle ou autre, où effectivement ça marche très bien. Dernière question que j'avais en tête, si on se projette un petit peu,
quel serait pour toi le digital learning allez, on va dire en 2030 en France? Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionnera? Avec quels outils, quelles ressources? C'est une bonne question. C'est une question très large. Ouais, non, mais alors je vais partager, moi, à titre perso, le rêve que j'ai pour le digital learning. Est-ce que ça se réalisera? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait des mois que j'y pense en me disant qu'avec l'IA, je pense qu'on pourra avoir un petit compagnon qui nous aide. Peut-être que ce sera dans les outils type Microsoft Teams qui développera ça. Bien sûr. Copilot le fait un petit peu, mais pas encore l'apogée de ce qui pourrait être fait. Il y a de la marge. Voilà, se dire en fait, en fonction de tout ce que j'ai fait dans ma journée, ce que j'ai regardé, les échanges que j'ai eus en distanciel, notamment sur les visios et autres, me pousser le lendemain matin un contenu pour me dire « t'as pas été bon dans ta prise de parole sur une soutenance à distance ». On ne va pas aller jusqu'à enregistrer en présentiel tous les échanges, ça serait très intrusif. Mais au moins sur tout ce que j'ai fait avec l'outil digital où j'ai consenti que j'étais OK pour donner mes données, me voir pousser du contenu pour progresser, pour me former, en pouvant dire à ce petit compagnon, moi j'ai plutôt envie d'écouter un podcast. Et ce compagnon saurait que je vais prendre le train dans 1 heure et que j'ai 1h30 de libre, donc me le pousserait au bon moment où je me dis « Ah tiens, j'y avais pas pensé, c'est vrai, je pourrais l'écouter ». Moi, je pense qu'on pourrait arriver à ça. Alors, est-ce que c'est le monde qu'on veut? Je ne sais pas. On pourrait poser plein de questions sur les usages de données personnelles utilisées, mais là, utilisées pour la formation, pas utilisées pour de l'exploitation publicitaire. Donc, c'est différent. Mais je pense qu'on pourrait arriver vers ça dans 5, 6, 7, 10 ans. Et je pense que ce sera dans les outils qu'on connaît. Et à mon avis, ce sera Microsoft qui arrivera à faire ça. Un compagnon qui nous permet d'apprendre au quotidien, à tout moment, dans les formats qui nous plaisent et qu'on pourrait configurer. Mais top, on ne l'avait jamais eu celle-ci. Mais on verra, rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans, même jour, même heure. Et avec grand plaisir, merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. C'était partagé et à très bientôt. À très bientôt, bonne journée.